Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous accueillir à l'occasion de cette 8e édition du Truffle 100. 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 75 000 employés, 14 000 emplois à valeur ajoutée dans le domaine de la recherche et développement. Les éditeurs de logiciels français font figure de bons élèves. Pourtant, les profits s'amenuisent un petit peu. La concurrence étrangère est agressive. Quel est votre diagnostic et quelles sont vos ambitions? Mon diagnostic, il est un peu le même que le vôtre, c'est-à-dire que c'est effectivement un secteur qui a énormément d'atouts en France, un niveau de formation élevé, des ingénieurs de très bonne qualité, un chiffre d'affaires, moi j'avais même des chiffres un peu supérieurs aux vôtres, mais effectivement une concurrence croissante, notamment des pays en émergence, avec on voit la percée de pays comme l'Inde, par exemple, qui fournissent de plus en plus de solutions en matière de logiciels. Donc je crois qu'il est absolument important de préserver, de protéger, de soutenir notre filière du logiciel, qui fait partie des filières d'excellence de la France, de l'aider à se maintenir à un haut niveau de compétitivité en lui fournissant en particulier des personnes bien formées et puis en ayant une attention toute particulière à la filière elle-même, parce que c'est une filière à la fois stratégique en elle-même, mais aussi parce qu'elle permet justement de moderniser et d'accroître la compétitivité de l'ensemble de l'économie, y compris dans ces secteurs les plus traditionnels. Donc mon diagnostic, c'est une filière très stratégique, d'avenir, qui permet de penser la modernisation de notre économie, et donc absolument indispensable de la soutenir. Vos ambitions en la matière? Alors, mes ambitions en la matière, elles sont nombreuses. Déjà, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, et c'est ce que je m'efforce de faire avec Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, d'avoir une vraie réflexion de filière. En s'appuyant sur un certain nombre d'outils, comme le programme d'investissement d'avenir, qui pour l'instant, bien sûr, s'est intéressé un peu à la filière du logiciel, mais peut-être de manière un peu trop saupoudrée. Eh bien, je souhaite pouvoir utiliser ce levier pour structurer davantage la filière autour d'enjeux d'avenir, qui me paraissent être en particulier, mais de façon non exhaustive, le big data, le cloud, les objets connectés, même si c'est périphérique, le logiciel embarqué, l'Internet des objets, toutes ces filières dans lesquelles le logiciel joue effectivement un rôle absolument majeur. Donc, comment les soutenir? Eh bien, tout d'abord par des aides et du soutien public à des projets de recherche collaborative. C'est ce que nous faisons dans le cadre de pôles de compétitivité. Il y a certains pôles, comme le pôle systématique, qui sont très performants en la matière et qui se consacrent à l'industrie du logiciel. Donc, rassembler au sein de ces pôles les PME, les grandes entreprises. Je sais qu'il y en a dans votre classement qui sont des champions mondiaux. Je pense à Dassault Systèmes, par exemple. Mais rassembler donc au sein de ces pôles de compétitivité des grandes entreprises qui ont cette tradition d'excellence, avec des PME qui sont aussi excellentes mais qui ont besoin d'être entraînées, et puis des laboratoires de recherche publics, privés, pour faire jouer les synergies et structurer davantage la filière. Donc aujourd'hui, le programme d'investissement d'avenir, c'est 150 millions d'euros que le gouvernement a décidé de consacrer à 5 à peu près sujets qui concernent de très près l'industrie du logiciel. J'en mentionnais tout à l'heure certains, les objets connectés, le logiciel embarqué, le big data, le cloud, le calcul haute performance. Donc ces 150 millions d'euros seront distribués sous la forme d'appel à projets à des programmes de recherche collaborative entre des PME, des grandes entreprises et des laboratoires de recherche. Je viens aussi de lancer un appel à projet sur le big data, qui a fait pour l'instant 7 candidats heureux, mais ce n'est qu'une première étape, pour laquelle donc l'État apportera des financements publics pour justement accompagner des projets de recherche de ces entreprises. Et puis plus généralement, dans le cadre du Conseil national pour l'industrie, où nous réfléchissons en termes de structuration des filières industrielles, je crois qu'il est très important de pouvoir soutenir massivement la filière logicielle, d'aider aussi les entreprises qui ne sont pas dans la filière logicielle à être accompagnées dans leur transition numérique et dans la modernisation de leurs process, soit de production, soit de gestion. Je crois que le logiciel a une place centrale à jouer, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une filière tout à fait centrale à la fois pour moderniser les processus de production, de gestion, et par conséquent, je pense qu'il est très important de pouvoir aider à la diffusion massive du progrès et des progrès technologiques réalisés dans l'industrie du logiciel, dans l'ensemble de notre économie et dans l'ensemble de nos entreprises, et en particulier des PME. Je crois que c'est un enjeu de montée en gamme et de compétitivité important. Oui, tout à fait. L'essentiel de ces sociétés sont des PME. Elles sont toutes en dessous d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Depuis que nous faisons cette étude, les revendications des éditeurs de logiciels reviennent constamment. Small Business Act,
qui est en vigueur aux États-Unis depuis 1953, qui réserve 23% des appels d'offres aux PME, le crédit d'impôt recherche aménagé pour pouvoir être adapté aux éditeurs de logiciels, et puis le financement de ces PME qui passe par le capital risque, qui doit être stimulé selon les éditeurs. Quels sont vos programmes en la matière? Alors sur l'achat public, effectivement, nous avons une réflexion en cours parce que nous estimons que l'achat public peut avoir un rôle d'entraînement très important sur ce type de secteur. Et donc nous avons décidé de réserver aussi une partie de l'achat public à des entreprises, des PME innovantes. Pas forcément dans le secteur du logiciel, mais évidemment, elles en feront partie. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons plus modestement que les Américains, mais nous comptons bien sur l'effet d'entraînement de cette initiative. Nous réserverons pour notre part 2% de l'achat public à des PME innovantes, donc ça représente à peu près 500 millions d'euros en rythme de croisière, et c'est quelque chose que nous expérimentons demain. Je dois organiser justement la première rencontre entre les acheteurs publics et des PME innovantes pour créer une sorte de place de marché où se rencontreront à la fois les besoins des administrations à moyen terme, notamment à court et à moyen terme, et également des PME ou des PMI qui sont susceptibles d'apporter des solutions innovantes aux besoins de l'administration. Donc c'est une première initiative, je pense, qui est importante parce que c'est une expérimentation et nous souhaitons ensuite pouvoir, à partir de l'État et des opérateurs publics, l'étendre à l'ensemble des collectivités publiques, ce qui peut avoir un effet d'entraînement très important pour l'économie. Donc, déjà une première étape pour encourager l'achat public auprès des PME innovantes et surtout changer la culture d'achat des acheteurs publics, parce que c'est vrai qu'il y a sans doute une tendance un peu conservatrice qui fait qu'on privilégiera plutôt des gros acteurs qui ont déjà pignon sur rue par rapport à des PME innovantes. Mais j'ai visité un certain nombre de startups qui proposent des solutions, par exemple dans le domaine du cloud, qui se regroupent pour répondre à des marchés publics. Je trouve que c'est une démarche qui est très intéressante et moi je soutiens beaucoup le fait que des PME puissent se regrouper pour répondre à des appels d'offres, pour que aussi on puisse avoir une réflexion sur l'allotissement, enfin couper les marchés en tranches pour que des PME puissent y répondre de manière plus aisée. Donc je crois que tout ce travail sur l'achat public, qui est aussi un changement de culture, c'est un travail que nous avons engagé, nous le traduisons par des actions concrètes, mais ça prendra un petit peu de temps, mais nous souhaitons bien nous en servir comme d'un levier. Ensuite, les dispositifs incitatifs fiscaux, vous l'avez dit, le crédit impôt recherche, c'est reconnu par l'OCDE comme un des instruments les plus incitatifs de l'ensemble de la zone OCDE pour favoriser les programmes de recherche-développement, l'installation des équipes de recherche et développement sur notre territoire. Donc c'est évidemment un instrument extrêmement précieux, notamment pour des entreprises à forte valeur ajoutée et où la composante recherche-développement joue un rôle très important dans la formation de cette valeur ajoutée. Donc le président de la République, le gouvernement, s'est engagé à stabiliser les crédits impôt recherche sur la durée du mandat, mais également de l'étendre à des dépenses d'innovation, donc ce qui pourra bénéficier aussi à des PME innovantes, c'est-à-dire à des dépenses de prototypage, de design, de marketing, puisque cette dimension innovation de monde technologique était pour l'instant peu prise en compte. Donc ces dispositifs, ils sont bien entendu compatibles et cumulable avec d'autres dispositions incitatives, comme le statut jeune entreprise innovante, qui bénéficie aussi à des entreprises du secteur du logiciel. C'est aussi, alors je sais que peut-être ces entreprises sont moins concernées, mais cumulable avec le crédit impôt compétitivité emploi, qui vise certes des revenus en dessous de 2,5% du SMIC. Donc c'est sans doute pas le cœur des équipes qui constituent les entreprises du secteur du logiciel, mais néanmoins ce sera cumulable et c'est aussi une aide qu'apporte l'État. Et plus généralement sur le financement, nous avons engagé une réflexion actuellement pour davantage drainer l'économie, l'épargne des ménages, vers les entreprises, et en particulier les entreprises de croissance. Car nous avons en France un paradoxe, c'est que nous avons une épargne très abondante, mais qui est insuffisamment dirigée vers l'économie réelle. Et donc nous avons évalué qu'il manquait dans le secteur du capital risque et du capital investissement de l'ordre de 2 milliards pour répondre aux besoins des entreprises de croissance. Et donc nous souhaitons aujourd'hui travailler avec à la fois le secteur des assurances, mais aussi avec les fonds d'épargne pour avoir une orientation plus vertueuse de l'épargne vers le capital risque, vers le capital investissement, parce que nous savons bien que souvent ce n'est pas au stade de l'amorçage que se posent les problèmes, mais au stade plutôt du deuxième, troisième ou quatrième tour de table. Donc nous souhaitons vraiment pouvoir remédier à ce problème de financement. La BPI, la Banque publique d'investissement,
sera déjà une première réponse, puisque cette banque publique a vocation à répondre justement aux défaillances de marché et à non pas se substituer au secteur privé, mais apporter des réponses là où le secteur privé ne peut pas en apporter parce que les démarches sont trop risquées ou parce que on est dans une politique d'innovation que le secteur privé ne souhaite pas financer. Et donc cette banque publique d'investissement, qui sera la banque des PME et qui sera la banque de l'innovation, a vocation aussi à répondre à ce problème de financement qui peut être un problème de fonds propres ou de trésorerie des entreprises, et notamment des entreprises innovantes et de croissance. La France est le 3e pays européen en matière de logiciels. Paris, c'est 13% de l'industrie européenne. Le Grand Paris, c'est 13% de l'industrie européenne du logiciel, la 3e région d'Europe après Rhein-Main-Neckar en Allemagne et le Greater London. Quels sont vos projets pour stimuler ces régions? Je suis persuadée que nous avons tous les atouts et toutes les composantes pour être une nation qui figure très haut dans les classements internationaux en matière de numérique, en matière d'économie numérique. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression, est-ce un problème de communication, est-ce un problème de structuration, que nous ne sommes pas tellement dans le radar et que les choses se passent à Tel Aviv, dans la Silicon Valley, à Berlin. Et alors même qu'à Paris, nous avons un tissu de PME, je les vois tous les jours, ou de start-up extrêmement innovantes, qui sont primées à Las Vegas, qui sont reconnues dans des classements aussi internationaux comme étant parmi les plus innovantes, eh bien c'est vrai que nous avons du mal à faire valoir ces talents, à les mettre en avant, à les faire connaître. Et donc j'ai le projet de créer des quartiers numériques qui sont en fait des incubateurs géants qui auront vocation à rassembler dans un même lieu physique un nombre très important de startups, parce que je crois beaucoup à la vertu de la proximité physique pour créer des synergies, pour créer des opportunités de business, pour créer des échanges de bonnes pratiques. Et donc l'idée, c'est d'avoir des incubateurs de très très grande taille, mais pas seulement des lieux physiques où on mettra des startups, où on installera des startups, mais vraiment des couches de services qui ont vocation à permettre leur développement, leur projection à l'international, la protection de leur propriété intellectuelle, etc. Et donc la façon dont j'envisage ces quartiers numériques, c'est vraiment déjà des quartiers qui seront assez spécialisés dans l'économie numérique. Alors il pourrait y avoir des thèmes, bien entendu, hein, notamment ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, les objets connectés, l'e-santé. Il y a beaucoup d'usages aujourd'hui sur lesquels il faut travailler et où la France a des atouts. Et l'idée, c'est d'avoir aussi dans ces incubateurs, eh bien, des conseils en matière de propriété et de défense de la propriété intellectuelle, d'avoir une antenne de la Banque publique d'investissement qui permettra de conseiller aussi ces startups en matière de financement ou de stratégie de fonds propres pour savoir comment utiliser au mieux les instruments financiers, publics ou privés, qui permettent leur développement ou leur stratégie de croissance, d'avoir aussi des espaces de travail partagés, d'avoir aussi la possibilité de mutualiser un certain nombre de fonctions support et de faciliter des démarches administratives. Donc l'idée, c'est d'avoir une couche de services importante qui permette de faciliter la vie au quotidien de ces entreprises et de permettre vraiment qu'elles se concentrent sur leur cœur de métier. Et je crois que cette démarche, alors qui sera d'abord expérimentée peut-être en région parisienne, mais très rapidement aussi ailleurs, parce que c'est vrai que je vois que dans votre classement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en Île-de-France, mais il ne faut pas négliger les écosystèmes locaux. Je me promène beaucoup dans d'autres villes de France et je constate qu'il y a aussi des entreprises extrêmement dynamiques et des écosystèmes locaux très dynamiques ailleurs qu'à Paris. Et donc l'idée, ce sera de pouvoir labelliser un certain nombre de quartiers qui sont des vitrines en réalité de la France numérique, de la France digitale, à l'international. Je crois que cette dimension de vitrine est très importante parce qu'elle permettra à des investisseurs potentiels ou à des entrepreneurs de venir voir physiquement et pouvoir aller à la rencontre d'entrepreneurs qui ont des projets, qui ont des projets de partenariat ou d'implantation à l'étranger. Et le seul fait de trouver en un seul lieu une telle concentration de talents, je pense, est quelque chose de très important. Je crois beaucoup à la vertu de ce type de modèle. Donc on est en train de travailler à cela actuellement. Et puis de manière plus générale, dès que je me déplace à l'étranger dans le cadre de voyages officiels, je mets toujours en avant, j'essaie de faire venir avec moi des entreprises, des jeunes entreprises innovantes pour nouer des partenariats, pour se faire connaître. Et j'essaie de mettre en avant en permanence la qualité de notre formation, de nos formations supérieures, de nos ingénieurs, de nos écoles aussi de design, de nos écoles créatives. Je crois que ce sont aussi ces talents-là qui font la force de notre écosystème numérique.
Et donc je crois qu'il est important de faire connaître à l'étranger aussi et de mettre en avant ces talents qui font la France de demain, la France de l'économie de la connaissance. Voilà, donc je conçois comme ça ma tâche de promotion de l'économie numérique à l'international. Merci, Madame la Ministre, d'avoir partagé avec nous vos ambitions dynamiques et nous espérons qu'elles seront rapidement implémentées. Merci beaucoup et félicitations à tous les lauréats de votre classement.